Bienvenue chers auditeurs et téléspectateurs, dans cet épisode où nous allons nous plonger dans l'histoire d'un des pirates les plus redoutés de tous les temps, le célèbre Barbe Noire. Son histoire est à la fois fascinante et violente, et elle montre à quel point la vie des pirates pouvait être complexe au XVIIIe siècle, pendant l'âge d'or de la piraterie. Barbe Noire, de son vrai nom Edward Teach, est devenu célèbre pour son apparence effrayante et pour ses méthodes de piraterie particulièrement efficaces. Avisé et calculateur, Barbe Noire évite d'utiliser la force, comptant plutôt sur la dissuasion que lui permet sa réputation. Contrairement au cliché moderne du pirate tyrannique, il commande ses vaisseaux de concert avec son équipage. Pour comprendre ce qui a poussé Edward Teach à embrasser la vie de pirate, il faut d'abord s'intéresser à son enfance. Et hélas, nous disposons de très peu de documents sur la jeunesse de Barbe Noire. Les historiens s'accordent néanmoins à penser qu'il est né à Bristol, en Angleterre, autour de la fin du XVIIe siècle, probablement en 1680. À cette époque, la croissance économique des colonies américaines de Grande-Bretagne et la rapidité d'expansion de la traite négrière dans l'océan Atlantique font de Bristol un important port maritime dans le commerce international et la deuxième plus grande ville d'Angleterre. Grandir dans cette ambiance bouillonnante de marins, de cargaisons exotiques et de récits fabuleux d'aventures a probablement éveillé chez le jeune Édouard une fascination pour la mer. À cette époque, les enfants de familles modestes étaient amenés très tôt à travailler pour subvenir aux besoins du foyer. Il est donc fort possible que Barbe Noire ait commencé à naviguer sur de petits navires de commerce ou même à s'enrôler comme matelot, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Il est probablement arrivé dans les Caraïbes dans les dernières années du XVIIe siècle sur un navire marchand, peut-être un navire négrier. À partir de là, l'historien et écrivain Charles Johnson affirme que Teach a été pendant un certain temps marin sur les navires corsaires évoluant depuis la Jamaïque pendant la Deuxième Guerre intercoloniale. La Deuxième Guerre intercoloniale désigne le théâtre américain de la guerre de succession d'Espagne. La guerre de succession d'Espagne est un conflit ayant opposé plusieurs puissances européennes de 1701 à 1714, dont l'enjeu était, à la suite de la mort sans descendance du dernier Habsbourg espagnol, Charles II, la succession au trône d'Espagne et, à travers elle, la domination en Europe. Durant ce conflit, les corsaires étaient des marins officiellement mandatés par un gouvernement pour attaquer les navires marchands ennemis. C'est sans doute lors de ces expéditions que Teach aurait acquis une partie de son expérience de la navigation et le sens de la stratégie navale. Selon Johnson, il s'est souvent distingué pour son audace peu commune et son courage personnel. De plus, cette période lui aurait aussi permis de nouer des contacts précieux dans le milieu maritime, facilitant par la suite sa reconversion en pirate. À la fin de ce conflit, privé d'activité légale, il serait passé à la piraterie, profitant de la désorganisation qui suivait la fin des hostilités. Il aurait alors rejoint la République des pirates à Nassau, sur l'île de New Providence, dans les actuelles Bahamas, un mélange fascinant de liberté et de violence formé par d'anciens corsaires devenus pirates. À cette époque, la piraterie bat son plein. Des marins, déçus par la fin de la guerre européenne et privés de leur emploi de corsaires, se mettent à piller pour leur propre compte. Beaucoup viennent jeter l'ancre à Nassau, attirés par ces eaux peu profondes, difficiles à naviguer pour les gros navires de guerre. Dès les quais, l'air est chargé d'odeurs de poissons, de rhum et de tabac. Le vacarme des tavernes envahit les ruelles. On y trinque, on y chante, on y raconte des exploits entre deux bagarres, le tout sous le regard suspicieux des matelots toujours prêts à dégainer leur coutelas. Des hommes marqués par les cicatrices, le soleil et les tempêtes se mêlent aux marins fraîchement débarqués, novices dans ce monde de tous les dangers. Petit à petit, Nassau devient un véritable repère de pirates. Il n'y a presque pas d'autorité officielle, juste quelques gouverneurs corrompus ou trop faibles pour s'imposer. Alors on vit selon les codes que les pirates établissent eux-mêmes. Chacun a sa part du butin, chacun peut donner son avis, et le capitaine est élu ou destitué, selon la loi du plus fort ou la volonté de l'équipage. Dans cette république, on croise des figures de légende qui ont marqué cet âge d'or de la piraterie. Parmi elles, on peut citer Charles Vane. Redouté pour sa violence et son tempérament explosif, il se dispute régulièrement pour essayer d'imposer son pouvoir au sein de Nassau. Calico Jack Rackham, aventurier rusé et séducteur, entouré de ses complices Anne Bonny et Mary Read, deux femmes pirates qui font sensation. Et Benjamin Hornigold, vétéran autrefois corsaire, considéré par beaucoup comme le père de cette république des pirates. C'est d'ailleurs sous les ordres de Benjamin Hornigold que Edward Teach va faire ses armes. À l'origine,
Hornigold avait rallié autour de lui un équipage d'anciens corsaires désorientés après la guerre de succession d'Espagne. Édouard rejoint alors ce groupe pour apprendre les ficelles du métier, l'art de l'abordage, la navigation en eau peu profonde et bien sûr les règles de partage du butin qui cimentent la solidarité entre pirates. Avec le temps, Hornigold sent grandir chez Tiche une ambition dévorante et un talent certain pour la piraterie. Il lui confie alors des missions de plus en plus stratégiques, inspection de navires capturés, négociation de rançons et coordination des abordages. Grâce à ses capacités d'improvisation et sa détermination, Tiche devient vite l'un des piliers de l'équipage. D'abord simple matelot, le voilà maintenant au cœur des opérations menées par Hornigold. Lorsque le butin est partagé, la voix de Tiche compte autant que celle d'un officier aguerri. Certains marins plus anciens le regardent d'un œil jaloux, car ils peinent à comprendre comment ce jeune homme en vient à influer sur le destin d'un équipage entier. Mais d'autres reconnaissent sa valeur et s'attachent à lui pour bénéficier de sa protection et de son aura grandissante. Peu à peu, Tiche acquiert la réputation d'un pirate aussi impitoyable qu'intelligent. S'il est toujours sous le commandement de Hornigold, son charisme naturel lui vaut l'estime de marin. Parfois, on le voit étudier les cartes marines pendant des heures, cherchant de nouvelles voies pour surprendre un convoi ou s'infiltrer sur une côte mal défendue. On le surprend aussi à écouter avec attention les récits des vieux loups de mer, capables de repérer la moindre faille dans un chargement marchand ou de négocier à l'avantage des pirates. Cependant, un désaccord couve. Hornigold reste hésitant à attaquer les navires battant pavillon anglais, par loyauté envers la couronne. Cette réserve n'est pas du goût de Tiche, qui voit dans chaque bâtiment un trésor potentiel, quelle que soit sa nationalité. Les tensions grandissent alors entre le disciple ambitieux et le mentor prudent. L'occasion de prendre son envol se présente lorsque vers 1716 à 1717, Hornigold, fatigué des incessantes disputes à bord, propose un choix à son équipage, continuer à le suivre en respectant certaines limites, ou partir chercher fortune ailleurs avec Édouard Tiche. Une partie des hommes, lassés de voir de belles opportunités leur échapper, choisissent de rompre avec leur capitaine. C'est ainsi que débute la véritable légende de Barbe Noire. En quittant Hornigold, Tiche se retrouve capitaine à son tour. Déterminé à prouver sa valeur et à se forger sa propre renommée, il largue les amarres en emmenant avec lui les pirates les plus téméraires et s'apprête à semer la terreur sur les flots, plus libre que jamais. Selon la légende, sa longue barbe noire le rendait déjà reconnaissable parmi tous les pirates, mais il ira encore plus loin pour façonner son image de démon des mers. On dit qu'il allumait parfois des mèches de corde trempées dans du salpêtre qu'il coinçait sous son chapeau, créant un halo de fumée et de flamèches autour de son visage lors des abordages. L'effet était terrifiant pour quiconque se trouvait en face de lui. Barbe Noire doit en grande partie sa renommée à son navire, le Queen Anne's Revenge. Au début de telle année 1717, au large de la Martinique, il tombe sur un bâtiment français fatigué par la traversée de l'Atlantique, la Concorde. C'est un navire négrier à un 3 mâts d'environ 35 mètres, conçu pour transporter un grand nombre d'êtres humains. Pressentant une bonne prise, Barbe Noire ordonne l'assaut. Malgré un équipage moins nombreux que celui du navire français, il s'appuie sur l'effet de surprise et une bonne dose de témérité. La bataille est courte. L'équipage de la Concorde, déjà à bout de force, cède rapidement. Tiche monte à bord, étudie la robustesse du vaisseau, la place qu'il offre, et comprend qu'il peut en faire quelque chose de grand. Son regard s'illumine. Il a devant lui un futur navire amiral, parfaitement taillé pour les canons et pour loger un équipage de plus de 200 hommes. Très vite, Barbe Noire donne un nouveau nom à cette ancienne nef négrière, Queen Anne's Revenge, la revanche de la reine Anne. Il renforce la coque, multiplie les sabords pour y installer jusqu'à une quarantaine de canons et organise les cales pour entasser armes, vivres et trésors fraîchement pillés. Désormais, c'est à bord du Queen Anne's Revenge que Barbe Noire sillonne l'Atlantique. Quand on aperçoit ses voiles noires à l'horizon, la panique saisit les capitaines marchands. Beaucoup se rendent sans même combattre, préférant sauver leur vie plutôt que d'affronter ce géant armé jusqu'aux dents. Grâce à ce navire redoutable, la réputation de Barbe Noire enfle au point que certains le considèrent déjà comme le plus terrible pirate de son temps. De simple corsaire rebelle, il devient le capitaine le plus craint des Caraïbes, attirant à lui une cohorte de forts bons avides de butin et d'aventure. À chaque nouveau raid, sa légende se renforce. On parle d'un capitaine apparaissant dans un nuage de fumée, la barbe nouée de mèches incandescentes, criant ses ordres d'une voix caverneuse. Stédé Bonnet, issu d'une famille fortunée de la Barbade, s'était lancé dans la piraterie par goût de l'aventure et lassitude de sa vie bourgeoise. Toutefois,
Ses premiers pas sur les flots ne furent pas de tout repos. Bonnet manquait de compétences de navigation et d'expérience militaire. Le commandement de son navire, qu'il avait baptisé le Revenge, peinait à convaincre son équipage. L'homme en imposait davantage par ses origines et sa richesse personnelle, finançant ses expéditions de sa propre poche, que par son autorité ou son charisme. Il aurait été grièvement blessé au cours d'une échauffourée avec un navire espagnol, et pour soigner cette blessure, il fait halte à Nassau à la fin de l'été 1717. C'est dans ce contexte que Bonnet fait la connaissance avec Barbe Noire. Déjà auréolé de succès depuis son indépendance vis-à-vis de Benjamin Hornigold, Barbe Noire est en train de se forger une solide réputation de pirate redoutable. Certains parlent d'un capitaine aussi sanguinaire que charismatique, ce qui impressionne Bonnet. Conscient de son manque de savoir-faire marin, Bonnet cherche un mentor ou, du moins, un allié expérimenté. De son côté, Barbe Noire voit dans l'argent et le statut social de Bonnet une opportunité d'améliorer son propre ravitaillement et de renforcer son influence. Barbe Noire, voyant l'état de santé et les lacunes techniques de son nouvel allié, reprend le commandement effectif du Revenge, reléguant Bonnet à un rôle secondaire durant sa convalescence. Au cours des mois qui suivent, les deux hommes mènent quelques raids ensemble autour des Bahamas et le long des côtes américaines. Tandis que Barbe Noire impressionne par sa science de l'abordage et du combat naval, Bonnet s'occupe de financer une partie des opérations et de maintenir une certaine forme de respectabilité dans leurs pourparlers. Très vite, les divergences entre Bonnet et Tiche s'accentuent. Barbe Noire, ambitieux et impitoyable, ne s'embarrasse pas de scrupules. Bonnet, plus émotif et manquant d'expérience, hésite davantage, ce qui crée des tensions au sein de la flottille. Selon les récits, l'alliance se brise au moment où Barbe Noire souhaite partir sur des opérations encore plus risquées, tandis que Bonnet se montre plus réticent ou trop affaibli. Barbe Noire finit par s'éloigner pour poursuivre sa route, laissant Bonnet gérer son propre destin. En quête d'un nouveau coup d'éclat, Barbe Noire décide d'attaquer directement la ville de Charleston, en Caroline du Sud, un port riche et animé. En mai 1718, il poste le Queen Anne's Revenge et quelques navires bien armés à l'embouchure du port juste à l'endroit où se rejoignent les flots de l'Atlantique et la rivière Cooper, bloquant tout trafic maritime. Les navires qui veulent quitter Charleston se retrouvent bloqués. Ceux qui tentent de s'approcher sont immédiatement interceptés. Pendant près d'une semaine, Charleston est à la merci de l'homme à la barbe sinistre. Les marchandises qui devaient rejoindre l'Europe ou les colonies voisines s'empilent sur les quais, tandis que l'équipage du pirate retient en otage marins et passagers des bateaux capturés. Les citoyens craignent que Barbe Noire ne passe à l'attaque, qu'il ne vienne piller la ville et détruire tout sur son passage. Pourtant, la demande du capitaine pirate va surprendre tout le monde. Au lieu de réclamer de l'or ou des joyaux, Barbe Noire veut simplement des médicaments. Si on ne lui remet pas un coffre rempli de remèdes divers, bandages, pommades, sirop pour soulager la fièvre, il menace de couler les navires et d'exécuter les otages. Les autorités de Charleston, affolées, n'ont guère le choix, et au terme de quelques négociations, les remèdes exigés sont embarqués sur une chaloupe qui gagne drapeau blanc au vent, le Queen Anne's Revenge. En échange, les prisonniers sont libérés, et Barbe Noire lève finalement le blocus, et les navires pirates quittent le port aussi vite qu'ils sont arrivés. Après son succès à Charleston, Barbe Noire met le cap plus au nord. Son nom, tout comme celui de son navire, le Queen Anne's Revenge, fait trembler tous les capitaines marchands. Cependant, lorsqu'il arrive près de Beaufort-en-Laye, un événement inattendu se produit. Dans cette zone de haut fond et de bancs de sable, le Queen Anne's Revenge s'échoue. Les marins, paniqués, tentent de le remettre à flot, mais le navire reste coincé. Certains accusent la malchance. D'autres murmurent que Barbe Noire aurait volontairement provoqué l'échouage pour se débarrasser d'une partie de son équipage et garder plus de butin pour lui. Quoi qu'il en soit, le navire amiral tant redouté est perdu. Pour Barbe Noire, c'est un coup dur, mais il ne se laisse pas abattre. Il rassemble ce qu'il peut sauver, canons, poudre, vivres et surtout le trésor accumulé lors de ses pillages. Puis il embarque sur un navire plus petit, accompagné d'un groupe de fidèles. Quant au Queen Anne's Revenge, il reste là, peu à peu recouvert par le sable et les marées. 3 siècles après l'échouage, l'épave du Queen Anne's Revenge sera découverte en 1996 par des plongeurs. Alors qu'ils explorent les fonds marins près de Beaufort-en-Laye, ils repèrent des vestiges de bois et de métal ensevelis sous le sable. Intrigués, ils contactent des archéologues sous-marins qui entreprennent alors des fouilles plus approfondies. Au fil des plongées,
il devient clair que l'épave correspond au légendaire navire de Barbe Noire. Les chercheurs mettent au jour des canons, des ancres et divers objets de l'époque, confirmant peu à peu l'identité du bateau. Aujourd'hui encore, les fouilles se poursuivent et de nombreux artefacts remontés du fond de l'océan sont restaurés et exposés. À présent privé de son redoutable vaisseau amiral, Barbe Noire se rend à Badtown, en Caroline du Nord. Là-bas, le climat est plus calme. La ville n'est qu'un petit port sans grande défense, mais doté d'un gouverneur, Charles Eden, connu pour sa tolérance, voire sa complicité envers les pirates. Barbe Noire en profite pour solliciter le pardon royal offert aux Forbans souhaitant abandonner leurs activités illégales. Sur le papier, il devient un homme rangé, renonçant à son passé de pilleur des mers. Pourtant, dans les ruelles de Badtown, on murmure que ce n'est qu'une façade. On dit que le pirate continue en secret à marchander du butin et à préparer de nouvelles expéditions. Pendant quelque temps, Tish joue donc à la fois le rôle d'habitant respectable et celui de chef pirate encore redouté. Il s'installe, prend même femme selon certains récits, et fréquente les cercles influents de la région grâce à l'entremise de Charles Eden. Mais pour Barbe Noire, cet équilibre est précaire. Il sait que sa réputation, d'homme le plus dangereux de la côte, et lui vaut autant d'alliés motivés par le gain que d'ennemis résolus à l'arrêter. Dans le même temps, la colonie de Virginie surveille de près les rumeurs qui parviennent de Badtown. Les marchands s'inquiètent de voir un pirate aussi célèbre jouir d'une certaine protection. Peu à peu, la tension monte entre les deux colonies et l'on devine que Barbe Noire va devoir choisir entre l'illusion d'une vie paisible et l'appel impérieux de la mer, où il peut encore asseoir sa gloire. À la fin de l'année 1718, le gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood, décide alors d'agir. Il charge le lieutenant Robert Maynard, officier de la Royal Navy, de localiser et d'éliminer Barbe Noire une bonne fois pour toutes. Maynard appareille en toute discrétion et parvient à repérer le navire de Tish près d'Ocracoke, où le pirate mouille avec un équipage désormais réduit, mais toujours déterminé. Aux premières lueurs du jour, Maynard lance l'attaque. Barbe Noire, peu inquiet au début, se prépare à repousser l'abordage. Il est loin de se douter de la ruse de Maynard. Ce dernier fait croire que son propre sloop est presque désert en cachant la majorité de ses hommes sous le pont. Lorsqu'Edward Tish et ses pirates sautent à bord pour un combat en apparence facile, il se retrouve soudain face à un groupe de soldats bien armés. Le combat est bref et violent. Barbe Noire, fidèle à sa réputation, se bat avec l'énergie du désespoir. Les balles sifflent, les sabres s'entrechoquent, on raconte que Tish encaisse plusieurs balles et coups d'épée sans vaciller. Malgré tout, il ne peut contenir le nombre supérieur d'hommes de Maynard. Finalement, l'illustre pirate s'écroule, mortellement touché. Pour prouver au monde que Barbe Noire est bien tombée, Maynard fait décapiter sa dépouille et accroche la tête du pirate au beaupré de son navire, laissant sa longue barbe noire flotter au vent. Barbe Noire disparaît ainsi dans un ultime assaut, emportant avec lui sa légende et l'aura de terreur qui lui valait autrefois le respect et la crainte de tous les navigateurs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur l'un des pirates les plus célèbres de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie sincèrement de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce récit, n'hésitez pas à laisser un like. Cela m'aide énormément à continuer à produire ce genre de contenu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les mystères, les légendes et les récits captivants de l'histoire. Activez aussi la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle aventure est mise en ligne. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelle histoire vous aimeriez que je raconte la prochaine fois. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles explorations.